Quand on observe le mouvement de l'atmosphère, on comprend vite qu'il est infiniment plus complexe que celui du système solaire. L'atmosphère est un fluide qui possède en chaque point de la Terre et à chaque altitude une vitesse, une densité, une pression, une température, etc. Tout cela varie au cours du temps. Il est bien sûr impensable de connaître toutes ces quantités en nombre infini. C'est un peu comme si nous étions dans un espace de dimension infinie. Pour y comprendre quelque chose, il faut faire des approximations. En 1963, Edward Lorenz simplifia encore le problème. Il le simplifia tellement que rien ne garantit que son équation a quelque chose à voir avec la réalité. Son modèle atmosphérique se réduisait seulement à 3 nombres, x, y, z, et l'évolution de l'atmosphère a une toute petite équation. Chaque point x, y, z de l'espace symbolise un état de l'atmosphère, et l'évolution consiste à suivre un champ de vecteurs. Par exemple, mais c'est un exemple seulement, la première coordonnée pourrait représenter une température, la seconde la vitesse du vent et la troisième l'humidité. Ici, il fait froid, le vent souffle et il pleut. Là, c'est le contraire. Quand on suit une trajectoire du champ, on suit l'évolution du temps qu'il fait. Le prévisionniste ne fait donc que résoudre une équation différentielle. Lorsque Lorentz observa son modèle, il vit ceci. Tout cela a-t-il quelque chose à voir avec la vraie météo? Pas clair du tout. C'est ce que les physiciens appellent souvent un modèle joué, pour essayer de comprendre les grandes lignes d'un comportement complexe. En fait, c'est plutôt ce genre de graphique que Lorentz observait, puisque l'ordinateur dont il disposait en 1963 était bien primitif. Considérons deux atmosphères, représentées par les centres de ces deux boules, extrêmement proches, deux atmosphères presque identiques, et observons leur futur. Au début, les deux évolutions restent indiscernables. Mais ensuite, elles se séparent de manière significative. Les deux atmosphères deviennent complètement différentes. C'est le chaos, la dépendance sensible aux conditions initiales. En 1972, Lorentz devait présenter ses travaux dans un colloque prestigieux. Mais il tardait à envoyer le titre de sa conférence. Alors, l'organisateur, pressé d'envoyer le programme aux participants, choisit lui-même le titre. Prédictibilité. Le battement d'ailes d'un papillon au Brésil peut-il provoquer une tornade au Texas? L'effet papillon venait de naître. Il est malheureusement trop rare qu'un concept mathématique puisse pénétrer dans le grand public. Quelle belle image poétique que celle du petit papillon si fragile ayant une influence sur le monde. L'idée rencontra un vif succès et se modifia peu à peu. Il s'agit toujours d'un papillon, mais il vient parfois d'Afrique ou de Chine. Et il est responsable de catastrophes à New York ou à Chicago. Intéressant.
Le cinéma, la littérature, la musique s'approprièrent l'idée. On ne compte plus les films qui sont fondés sur ce principe. Beaucoup d'émotions dans Babel, ce film d'Alejandro González Iñárritu, sorti en 2006. Un coup de feu éclate au Maroc, un incident sans importance mais qui va changer la vie d'un couple d'Américains, d'une nourrice mexicaine, d'une adolescente japonaise, tout un jeu de petits effets et de grandes conséquences, une réflexion sur la destinée humaine soumise au hasard ou à la nécessité. Hélas, ce n'est qu'une moitié du message de Lorentz qui est passé dans le grand public. La théorie du chaos peut-elle se limiter à l'affirmation qu'il est impossible de prévoir le futur en pratique? Comment un scientifique pourrait-il se contenter d'un tel constat d'échec? Le message de Lorentz est bien plus riche. Voici deux trajectoires du système de Lorentz, une bleue et une jaune, qui ne partent pas nécessairement de conditions initiales proches. Effaçons, disons, les 10 premières secondes du mouvement et observons la suite. Que constate-t-on? Que les trajectoires sont en effet très différentes. Elles semblent un peu folles et bien peu prévisibles, mais elles s'accumulent sur le même objet en forme de papillon, qui semble ne pas dépendre de la position initiale. Elles semblent attirées par ce papillon. C'est pour cette raison qu'on parle de l'attracteur de Lorentz. Un attracteur bien étrange. Voilà un phénomène scientifique positif, qui n'est malheureusement pas aussi célèbre que l'effet papillon. Au lieu d'observer deux trajectoires, observons-en beaucoup plus. Regardez toutes ces boules, qui sont tout autant d'atmosphères idéalisées. Après un certain temps, elles se sont toutes accumulées sur le même papillon. Un bien bel objet qu'on ne se lasse pas de regarder. Voilà de vrais problèmes pour les mathématiciens et les scientifiques en général. Au lieu de décrire le futur d'une condition initiale donnée, nous savons que c'est illusoire. Nous allons essayer de décrire l'attracteur. À quoi ressemble-t-il? Comment se comporte la dynamique interne? Dans les années 70, Biermann, Guggenheimer et Williams ont proposé un modèle simple pour essayer de comprendre l'attracteur de Lorentz. Voici une bande de papier. Plions, coupons, recollons. Voilà un objet bien singulier dans l'espace. Plaçons-nous sur la ligne de départ. C'est parti. On roule et quelques temps plus tard, on est de retour sur la ligne de départ. Mais on se retrouve sur un autre point, d'où part un nouveau chemin. La position sur la ligne de départ est décrite par un nombre x compris entre 0 et 1. En 0, on est à gauche, en 0,5 au milieu et en 1 à droite. Si on part du point x, le point de retour est 2x si x est plus petit que
0,5 et 2x moins 1 si x est plus grand que 0,5. Autrement dit, lorsque le mobile se déplace, les points où il rencontre la ligne de départ sont doublés à chaque tour, sauf qu'il faut parfois retrancher 1 si le résultat est plus grand que 1. C'est un peu comme pour le fer à cheval. On a remplacé une dynamique en temps continu par une dynamique en temps discret. Les passages successifs sur la ligne de départ. Voyez, on part de 1/3, on arrive en 2/3, puis en 4/3, mais il faut retrancher 1, ce qui donne 1/3. Nous sommes revenus au point de départ après 2 tours. Nous avons une trajectoire périodique de période 2. Ici, une trajectoire périodique de période 18. Une trajectoire périodique passe successivement par les oreilles gauche et droite en suivant une certaine suite. Eh bien, on peut montrer que toutes les suites sont possibles. Et bien sûr, il n'y a pas que les trajectoires périodiques. Quelle que soit la suite infinie de gauche et de droite, il existe une trajectoire qui suit cette destinée. Quel est le rapport entre le modèle de Lorentz et celui des bandes de papier? Eh bien, il a fallu attendre 2001 pour que le mathématicien Tucker démontre que les bandes de papier décrivent bien le mouvement de Lorentz. Pour chaque trajectoire dans l'attracteur de Lorentz, on peut trouver une trajectoire sur les bandes de papier qui se comporte exactement de la même manière. La compréhension du mouvement de l'atmosphère se ramènerait-elle à multiplier sans cesse par 2 un nombre compris entre 0 et 1 et à retrancher 1 si le résultat est plus grand que 1? Bien sûr que non. Tout cela est encore trop simpliste, mais c'est une illustration du phénomène. Les choses simples, les mathématiciens aiment. Pourquoi l'effet papillon a-t-il un tel succès? Peut-être parce qu'il restaure notre liberté individuelle. Le déterminisme froid légué par Newton pouvait mener à une espèce de fatalisme. Le papillon de Lorentz affirme que, si petits que nous soyons, nous pouvons avoir une influence sur le monde. Bonne nouvelle pour nous.